Cache Machine. State Manager au programme des bêtas. tvOS 16. Mockups. 340 100 $. Mardi 14 juin 2022. Elie Abitbol. Benjamin Vincent. Bienvenue à la quotidienne iWeek, épisode 11. Bonjour à tous. L'iPhone ne sera bientôt plus la seule machine à cache d'Apple. Apple Music et Apple Arcade devraient rapporter 8,2 milliards de dollars de plus d'ici 3 ans. Apple Music contribuant pour 7 milliards. Ce bond de 36% d'ici 2025 vient d'un analyste de chez JP Morgan qui table notamment sur l'arrivée d'Apple Classical, sachant qu'Apple a gagné presque 20 milliards de dollars grâce au service au dernier trimestre, Elie. Oui, et les chiffres sont vraiment impressionnants. Alors déjà, les analystes de JP Morgan, normalement, sont des gens très sérieux, donc ils écrivent pas n'importe quoi. Et ensuite, ils donnent plein de détails sur le nombre d'abonnés, en fait. Ils espèrent avoir, et c'est impressionnant, 180 millions d'abonnés à l'horizon 2025, qui vont se répartir 110 millions, ce qui est déjà énorme pour Apple Music, et 70 millions pour Apple Arcade. Donc, rien que ça laisse rêveur. State Manager n'en est qu'à ses débuts. L'app iPadOS 16, qui ne sera compatible qu'avec les iPad M1, permet à jusqu'à 8 apps de tourner simultanément quand la tablette est connectée à un moniteur externe, d'où ses besoins en mémoire virtuelle et en RAM, 8 Go minimum. Et puis il y a les animations et l'ombre sur les dossiers, mais Apple a déjà une liste d'améliorations à apporter dans les prochaines bêtas d'iPadOS 16 et de macOS Ellie. Il y a du chantier. Absolument. Par contre, il ne faut pas se méprendre. Ce n'est pas parce qu'ils vont faire des améliorations parce qu'ils ont déjà eu du feedback des développeurs qui étaient à la WWDC et ceux qui ont téléchargé la bêta développeur. Mais en tout cas, il ne faut pas que les gens pensent que dans ces améliorations, il y aura une compatibilité avec des machines plus anciennes. Vraiment, Craig a été extrêmement précis et je pense que c'est le grand enseignement de cette information qui est de dire que Apple a dit, et c'est vraiment une grande rupture, que maintenant ils ont décidé que pour l'expérience utilisateur soit bonne, il leur faut un minimum de performance et que donc le M1 sera le minimum de performance et qu'il n'y aura pas d'espoir pour que des machines plus anciennes puissent utiliser ce type de fonctionnalité. C'est la première fois où Apple met la barre quand même assez haute parce qu'ils ont toujours gardé une compatibilité sur au moins 4 générations de machines et là c'est M1 minimum pour cette fonctionnalité-là, et ça, c'est nouveau. Des nouvelles de tvOS 16, le grand oublié de la keynote, n'est-ce pas Elie ? Il inaugure la connectivité entre appareils pour les apps tierces. Alors, c'est le nom de cette fonctionnalité. Plus clairement, ce jeu d'instructions permet aux développeurs de créer des apps à la fois pour iOS et tvOS qui communiquent entre elles à travers le réseau local. Alors, ils pouvaient déjà le faire, mais tvOS rend cette démarche nettement plus simple avec une interface native. Ça va permettre, par exemple, et si j'ai bien compris, de lancer une app sur sa télé, comme une app de fitness par exemple, et de récupérer les données de l'Apple Watch pour mettre l'app à jour sur sa télé. Ça va permettre aussi de partager les manettes de jeu entre ces différents appareils, y compris donc l'Apple TV, Elie. Oui, et en fait, ce qui est assez intelligent, c'est que on va pouvoir utiliser un iPhone, un iPad ou même un Apple Watch comme un contrôleur de jeu pour certains jeux. Donc, c'est-à-dire que l'Apple TV, on est devant sa télé, donc a priori, on n'a pas forcément ce qu'il faut. Bon, ça apporte aussi une compatibilité avec une nouvelle manette très connue qui est la manette de la Nintendo Switch. On pouvait déjà connecter la manette d'une PlayStation ou d'une Xbox. Mais maintenant, pour ceux qui n'auraient pas de console de jeu, ça peut arriver, eh bien, on va pouvoir utiliser un iPad, un iPhone et même une Apple Watch comme une sorte de manette de jeu. On ne sait pas très bien comment. Enfin, sur un iPhone ou un iPad, je vois bien. Sur un Apple Watch, je vois pas comment on peut émuler le touch et les boutons, mais je suis sûr qu'Apple, avec beaucoup d'imagination, va nous surprendre. Mais bon, est-ce que c'est majeur pour l'Apple TV ? C'est majeur pour les jeux, mais ça nous laisse un peu sur notre faim. Mais quand même, il y a une petite news. tvOS 16 est compatible maintenant avec le HDR10+, donc qui permet d'avoir
un peu l'équivalent du Dolby Vision sur les téléviseurs Samsung, et ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc bon, pour ceux qui ont un téléviseur Samsung, ils vont être contents. Les vidéos avec des iPhone 14 plus vraies que nature se multiplient sur YouTube. La dernière en date vient de MacRumors. Dan Barbera, qui a l'habitude, nous présente ces mock-ups destinés en principe aux fabricants d'étuis de protection pour vérifier leurs dimensions. Des iPhones qui ne s'allument pas, ce qui n'empêche ni de distinguer ce qui va remplacer l'encoche sur la face avant, ni de confirmer leur très très grande similitude physique avec l'iPhone 13 et même l'iPhone 12. Ça va être difficile de les distinguer, Elie. Oui, pour un non-spécialiste, on dirait les mêmes téléphones. On a remarqué que le 13 a des appareils photo qui sont un tout petit peu plus protubérants. Et donc l'iPhone 14, même quand il les met côte à côte, on n'a pas l'impression qu'ils soient beaucoup plus gros, hein. Ou alors ils n'ont pas mis vraiment les vrais appareils photo, ils ont mis juste un mock-up, mais ou alors ils ont réussi à caser ce 48 millions de pixels dans un objectif qui ressemble vraiment beaucoup à celui d'un 13, hein, parce que dans la vidéo on les voit côte à côte. Et même lui qui est un spécialiste et qui les a sous les yeux, il les met de profil, il les regarde, il dit j'ai pas l'impression que ce soit vraiment beaucoup plus gros ou plus grand. Bon. Après c'est vrai que comme les écrans sont éteints et qu'ils ne s'allument pas, on voit même pas très bien le nouveau point d'exclamation horizontal parce qu'il faut qu'il soit allumé en rétroéclairage pour qu'on les aperçoive, parce que là on a l'impression que l'écran est tout noir et qu'il n'y a rien. Mais c'est le cas aussi d'un iPhone avec encoche. Lorsqu'il est éteint, on voit pas qu'il y a une encoche. Donc vraisemblable que ça soit ça. Et puis 340 100 $, c'est l'enchère finale pour cette Apple 1 signée par Steve Wozniak sur sa carte mère dont on vous avait parlé il y a 2 semaines. L'heureux acquéreur est un collectionneur américain. L'Apple 1, lui, appartenait à un célèbre collectionneur de produits Apple basé à Dubaï. L'Apple 1 va donc rentrer au pays sans avoir atteint, Elie, l'estimation qui approchait les 500 000 $. Est-ce que tu crois que c'était peut-être pas le meilleur moment pour lancer une enchère à ce niveau-là? Écoute, je pense qu'il y a un certain nombre de valeurs en NFT, en crypto, etc. qui se cassent un peu la figure. Ça a continué depuis qu'on en avait parlé il y a quelque temps. Et je pense que les gens deviennent un peu plus raisonnables avec les différentes crises, le prix de l'essence, l'inflation qui est au plus haut, etc. Et payer 340 000 $ pour certes un objet historique, hein, mais il faut vraiment être très riche pour pouvoir le faire. Quand tu as payé 500 000 $, c'est presque déraisonnable. Mais bon, ceci dit, on peut payer plusieurs dizaines de millions d'euros pour un tableau. Hein, donc, il n'y a pas de limite quand on n'a pas soi-même des limites. Alors, si vous n'avez que 25 000 $, vous pourrez peut-être décrocher ce chèque signé de la main de Steve Jobs, un chèque du 23 juillet 1976 émis par la banque Wells Fargo à l'entête d'Apple Computer Company d'un montant de 9,18 $. Rendez-vous sur rrauction.com. Vous avez jusqu'au 24 juin et je viens de regarder, l'enchère est déjà à plus de 10 000 $. Ça, c'est rigolo tant que le prix reste raisonnable. Maintenant, c'est un chèque qu'Apple avait dû émettre à un petit fournisseur, hein, vu le montant. Mais vu que c'est signé de Steve, ça a une certaine valeur. On verra jusqu'où ça monte, hein, ça va être intéressant. La quotidienne iWeek revient demain.